Bonjour Sophie, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où nous plongeons encore une fois dans le décryptage de nos émotions. Sophie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Bonjour Claire, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un thème qui nous concerne tous, celui des limites personnelles. Nous allons découvrir comment apprendre à dire stop pour éviter l'épuisement. Et à cette occasion, je vous raconterai l'histoire de Lucie, une jeune femme qui a dû réapprendre à écouter son corps et à respecter ses limites pour éviter de sombrer dans le burn-out. Super idée Sophie, on est prêt et on a hâte d'entendre cette histoire. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la voix de Sophie. Il était une fois une jeune femme dynamique et passionnée nommée Lucie. Elle travaillait dans une grande entreprise et depuis quelques années, elle gravitait de succès en succès. Lucie avait une ambition débordante et un goût du travail bien fait. Chaque projet, chaque défi était une nouvelle opportunité de se surpasser. Mais avec le temps, son agenda s'est peu à peu rempli de rendez-vous, de réunions, de nouvelles missions, toujours plus urgentes. Lucie ne savait plus dire non. Un jour, après une énième nuit de travail tardif, elle se sentit épuisée. Ce matin-là, en se regardant dans le miroir, elle ne se reconnut plus. Cernes marquées, stress omniprésent. Elle se demanda « Pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi je m'épuise à ce point ? Est-ce que je suis encore capable de tout mener de front ?» Ce fut le début de sa prise de conscience. Lucie réalisa qu'elle avait oublié quelque chose d'essentiel. Elle-même. Elle ne respectait plus ses propres limites. Merci Sophie. Lucie a l'air d'avoir bien puisé dans ses ressources. Ce que tu nous décris là est un cas classique de burn-out. Mais surtout, j'y vois l'importance de savoir dire stop avant d'en arriver là. Exactement, Claire. Lucie est un parfait exemple de ce qui arrive quand on ignore ses limites. Mais à mon sens, ce n'est pas un échec. Bien au contraire. C'est une opportunité de reprendre le contrôle en disant stop. On vit dans une société où l'on valorise constamment la performance, où dire non est même perçu comme une faiblesse, alors que c'est au contraire une vraie force. Qu'en penses-tu ? Mais oui, Lucie aurait dû poser des limites plus tôt et de manière plus franche. En effet, tu as raison, Sophie, notre énergie n'est pas infinie. Et d'ailleurs, j'aime bien utiliser l'image de la pile dans mes consultations parce que ça parle à tout le monde. Alors, je te la partage. Quand la pile est à plat, la machine ne fonctionne plus. Et c'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Lucie. Donc, prenons une pile. On commence tous la journée avec, disons, 70 à 75% de notre capacité maximale en termes d'énergie. Chaque jour, on dépense un peu de cette énergie. Disons, 5%. Puis la nuit, on se repose et on récupère ces 5%. En général, tout va bien, on reste à l'équilibre, 5-5. Mais quand on fait face à des épisodes stressants ou à une charge de travail accrue, on peut utiliser plus d'énergie que ce que l'on récupère. Parfois, on arrive à compenser le week-end, même si cette pression dure, et c'est là que les problèmes commencent. Par exemple, si un jour on perd 6% d'énergie et qu'on ne récupère que 5% en dormant, on passe alors logiquement de 75 à 74%. Mais si ça continue, si ça perdure jour après jour, semaine après semaine, on passe de 74 à 73 à 72 et ainsi de suite. Et en fait, c'est la dégringolade et on peut ne même pas s'en rendre compte parce que c'est 1% par-ci, 1% par-là. Et puis, tout d'un coup, un jour, on se retrouve à zéro et c'est ça le burn-out. Sophie, je sais que toi, ça te parle beaucoup, que tu as déjà vécu un épuisement professionnel. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, absolument. J'ai traversé ce que tu appelles le syndrome d'épuisement, un burn-out. Et tu le dis très bien, cette pile qui se vide, moi, j'ai rien vu venir. Et pourtant, plein de gens autour de moi m'avaient prévenu. Ils me disaient de faire attention à moi. Mais c'est pas vraiment que je les écoutais pas. En fait, je réalisais pas à quel point j'étais épuisée. Je voyais pas, justement, tu sais, cette pile qui est vide. Le problème, c'est que un matin, j'ai pas réussi à me lever du tout. C'était quoi tes symptômes alors à ce moment-là ? J'étais constamment malade.
En fait, j'avais à l'époque une sinusite que j'arrivais pas à faire passer. Et du coup, j'ai même réagi aux médicaments. Je toussais toute la journée. Dès que j'ouvrais la bouche, je toussais. Et en fait, mon corps, il expulsait littéralement ce trop-plein. Ma pile, elle était tellement basse que je n'arrivais plus du tout à me recharger. Et je me souviens, je disais même à mon médecin, mais elle est où cette énergie? En fait, pourquoi je la récupère pas? J'ai l'impression qu'elle est loin de moi. Bah oui, à un moment donné, la pile, en fait, elle est cassée. Et donc, tu me disais, un jour, tu n'as plus su te recharger du tout, et même tu t'es plus levé, c'est ça? En fait, c'est ça, ce que je te disais là à l'instant. Je me suis pas levée un matin, mais pas parce que je pouvais pas, en fait. Enfin, si, je pouvais pas, en fait. Oui, c'est ça. J'avais pas l'impression d'être malade. J'avais pas l'impression d'avoir des symptômes physiques de dingue. Simplement, je ne pouvais pas sortir du lit. Ouais, bah c'est ce que je te disais, hein, le burn-out, c'est bien un processus insidieux. On perd son énergie progressivement, sans même s'en rendre compte. Ouais, en fait, c'est ça qui était difficile pour moi parce que mon corps était devenu poreux. Et quand je dis poreux, c'est j'avais carrément plus de limites du tout. Dès que je regardais un film, alors imagine un film romantique, je commençais à pleurer dès le début. Et puis alors le thriller, je t'en parle même pas. Là, j'étais terrifiée, toutes les émotions me traversaient, je faisais plus la différence entre ce qui était réel et ce qui l'était pas. Dès que j'avais peur, ça prenait des proportions de dingue. Et je me reconnaissais clairement plus. Il a vraiment fallu que je m'arrête. Ouais, tu ne te reconnaissais plus. C'est souvent une question qu'on me pose dans mes consultations. Est-ce qu'un jour je vais retrouver celle ou celui que j'étais avant? Et toi, Sophie, il me semble que tu as réussi à te retrouver, à renouer avec toi-même. Oui, j'ai réussi, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est pas un chemin tout tracé. Parce qu'il a fallu que je déconstruise qui j'étais. En fait, on parlait d'échec. Sur le moment, je l'ai vécu comme un échec. Maintenant, je te dis, c'était pas un échec, mais sur le moment, je l'ai vécu comme un échec. J'avais trop tiré sur la corde. Et le meilleur conseil que j'ai reçu, il est venu de mon médecin de famille, en fait, qui m'a dit « Tes limites, elles n'existent plus, rebâtis-les ». Ça a été un vrai détonateur. Parce que je sais pas, ça a touché quelque chose de très profond en moi. Et là, j'ai commencé à réfléchir à comment reconstruire ces limites pour ne plus les dépasser surtout. Justement, quand on parle de reconstruire ses limites après un burn-out, j'aimerais revenir, tu sais, sur les 3 grandes étapes du processus de rémission. Et ça, j'ai détecté ça au fur et à mesure de mon expérience en consultation. Alors la phase 1, pour se remettre d'un burn-out, c'est le repos. Et c'est un élément vraiment fondamental pour amorcer la guérison. Après un burn-out, le corps et l'esprit sont épuisés et vidés de leur énergie. Et alors le repos devient non seulement nécessaire, mais en fait il est vital pour permettre une véritable récupération. Et puis il ne s'agit pas simplement de prendre quelques jours de congé, mais d'accorder au corps et à l'esprit le temps de se déconnecter des sources de stress. Et cela peut impliquer de dormir davantage, de pratiquer de la méditation, ou tout simplement de s'autoriser à rien faire. Et, si possible, sans culpabiliser. C'est pas toujours facile. Le but est vraiment de restaurer peu à peu son énergie, comme si on rechargeait une batterie à plat, afin de créer une base solide pour les phases suivantes. D'ailleurs, cette phase suivante, c'est la phase 2. Faut savoir que la phase 1, elle prend plus ou moins de temps. Ça dépend combien tu as mis de temps pour arriver à l'épuisement. Eh ben, si tu as mis 6 mois à être épuisé, souvent derrière, il te faut bien 6 mois pour récupérer. La phase 2, c'est ce que j'appelle la reconnexion avec l'extérieur. Mais cette fois-ci, avec prudence et douceur. Cette phase intervient une fois que l'on a retrouvé un minimum d'énergie et elle consiste à rétablir des liens avec le monde qui nous entoure sans s'y plonger brutalement. Il est important, bien sûr, de le faire à son propre rythme, en identifiant et en évitant les situations qui pourraient être trop exigeantes émotionnellement ou physiquement. Et cela peut inclure des activités légères comme des promenades en plein air, retrouver des amis proches pour des moments simples ou s'immerger dans des loisirs qui apportent du plaisir sans pression. Là, l'objectif, tu vois, c'est de redécouvrir la joie tout en préservant l'équilibre fragile et puis commencer à se retrouver en fait. La phase 3, c'est une phase de reprise des activités et notamment du travail. Et cette phase de reprise, elle doit être accompagnée. C'est pas hop, je reprends le travail, tout va bien, tout va mieux, ça va le faire. Non. Cette fois-ci, il faut y aller avec des bases renouvelées. Et cette phase, elle doit être progressive. Souvent, tu sais, les personnes qui reprennent le
le travail après un burn-out, elles sont en mi-temps thérapeutique. Parce que il est essentiel d'éviter de retourner dans les mêmes schémas. Et puis, il faut continuer à se reposer au fur et à mesure de cette reprise. Et donc, cela peut inclure l'adaptation de nouvelles routines, comme bloquer des moments de pause, par exemple, réduire sa charge de travail ou apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire. C'est aussi l'occasion de réévaluer ses priorités afin de s'assurer que son travail ou ses engagements personnels sont alignés avec ses valeurs et son bien-être à long terme. Sophie, est-ce que tu te retrouves dans ces phases ? Oui, absolument, absolument. Et pour ma part, tu vois, dans cette première phase de repos, de toute façon, j'arrivais même plus à parler. En fait, je restais assise et j'étais tellement vidée que je ne pouvais rien faire. Et j'arrivais tellement pas à exprimer, j'arrivais tellement pas à libérer toutes ces émotions qui me traversaient encore parce que c'était, à l'intérieur, j'ai envie de dire, un mot, c'était le boxon, quoi. C'était... j'ai été attirée en fait un jour par l'art-thérapie. Et ça a été une expérience incroyable. Je travaillais en fait avec des carreaux de carrelage que je cassais et c'était une véritable libération de casser ces carreaux de carrelage. Et ensuite, j'agençais ces morceaux que j'avais cassés pour reconstruire une image, pour reconstruire un dessin. Et ce processus de destruction et de reconstruction, il m'a profondément ressourcée sans que j'aie besoin de parler. C'est passé par mes mains, c'est passé par mon corps. C'était une métaphore vivante de mon propre cheminement. J'acceptais enfin l'effondrement. Je reconnaissais qu'il était nécessaire pour pouvoir rebondir et me reconstruire, d'accepter que j'étais complètement anéantie, que tout était à plat chez moi et que je n'étais plus du tout solide. Et il y a eu clairement un avant et un après pour moi. À partir du moment où j'ai accepté cet effondrement, j'ai pu rebondir et me reconstruire. Et donc après, tu as repris le travail. J'ai repris le travail et j'ai instauré des rituels. C'est-à-dire, comme tu le disais très bien, alors moi, effectivement, j'ai pas eu le mi-temps thérapeutique parce que têtu, je me suis dit, j'y vais. Ouais. Je t'avoue que très vite, je me suis dit que je pouvais pas reprendre comme ça au même rythme que j'étais avant. Donc, j'avais instauré des rituels et en particulier, les vendredis à 16h30, j'arrêtais tout. Et le fait d'avoir instauré cette routine, le fait de me dire que je démarrais la semaine et que je savais qu'à 16h30, le vendredi, j'avais terminé, ça m'a vraiment cadré, en fait. Et le week-end, c'était avec mes amis et ma famille. C'est vraiment ça qui m'a aidé à maintenir un équilibre entre travail et plaisir et savoir remettre cette limite, justement, entre travail et plaisir. Et faire que cette limite soit suffisamment forte pour que je puisse basculer de l'un à l'autre sans me sentir à nouveau happée par... je dirais, tout ce qu'on nous demande de faire tout le temps, toute cette performance. Paradoxalement, en mettant mes limites, j'ai appris ce qu'était une limite. J'ai appris à reconnaître mes limites et surtout à agir dès que je sens que je m'en approche maintenant. Plutôt que d'attendre d'être épuisée, je sais maintenant quand il est temps de me recentrer et de recharger mes batteries. J'ai appris à reconstruire mon estime de moi. Oui, d'accord. Ça t'a permis en fait de comprendre où se situaient tes limites et surtout les respecter. Mais j'aimerais préciser quelque chose. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire un burn-out pour apprendre à connaître ses propres limites. Ça dépend de chaque personne en fait. Ce qui est essentiel, c'est d'apprendre à écouter les petits signaux avant qu'il ne soit trop tard. Et d'ailleurs, tu sais Sophie, on a souvent tendance à ignorer ces signes en se disant « cette semaine elle a été dure, je me rattraperai ce week-end ». Ou ce mois-ci, j'ai été un peu dépassée, mais je me reposerai lors des prochaines vacances. Mais tu sais, à mon sens, c'est pas une solution. Le repos, la récupération, c'est pas quelque chose qu'on peut repousser à plus tard. Il faut compenser chaque jour de manière régulière et intentionnelle. Et d'ailleurs, il est tout à fait possible de travailler beaucoup, mais cela nécessite d'avoir mis en place des moments de repos et de décharge efficaces au quotidien. Le véritable danger, en fait, ça vient du déséquilibre prolongé, lorsque l'on n'écoute plus ses propres limites. C'est là que les problèmes apparaissent. Sophie, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que tu aurais des petits conseils pratiques pour aider nos auditeurs à reconnaître leurs limites avant d'atteindre un point de non-retour comme ce qui t'est arrivé ? J'ai envie de dire que c'est en fait relativement simple, sauf qu'on n'y fait pas attention, mais dès que je suis un peu irritée, je me dis « Ok, là t'es naze, t'es fatiguée ».
Et dès que cette irritabilité, elle est un petit peu toute la journée sur des petits détails, là, je me dis, là, c'est vraiment un signe comme quoi il va falloir que j'aille prendre des temps de pause un petit peu plus longs. Ouais, l'irritabilité, c'est un excellent indicateur. On peut aussi parler des tensions physiques, comme des maux de tête ou de dos qui apparaissent sans raison apparente. Tu sais, le corps, il nous parle. Il nous parle souvent bien avant que l'esprit n'ait pris conscience de l'épuisement. D'ailleurs, le burn-out, c'est souvent une cassure du corps. T'as raison, c'est tellement ça en fait. Mais comme j'écoutais pas mon corps, donc du coup, tout le monde me le disait, mais comme je l'écoutais pas, mais après, au moment où j'ai commencé à me reconstruire, là, j'ai ressenti physiquement. Parce que quand cette énergie, elle revient à l'intérieur petit à petit, eh bien pour moi, ça a été aussi un véritable détonateur. Et un autre aspect, parce que j'avais vachement l'habitude de me concentrer, de passer des heures et des heures sur le boulot, et là, j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer pendant cette phase de récupération. Et j'ai bien dû m'avouer quelque part, j'allais dire vaincue. Tu vois un petit peu l'angoisse de performance qui est derrière tout ça. Mais cette difficulté de concentration, elle était vraiment un signe physique que j'étais à plat. Ouais, la sensation de brouillard mental, c'est un signe qui est souvent négligé. On peut avoir l'impression d'être simplement distrait, mais en réalité, c'est souvent un symptôme d'un surmenage mental. Et ça fait partie des capacités cognitives, et ce sont les premières à être impactées souvent quand on souffre d'un burn-out. On ne sait plus s'adapter. Par exemple, tu vois, j'ai un cas en tête, je me souviens d'une personne, elle me disait, en fait, je buguais devant l'ordinateur. Je savais même plus mon mot de passe, je savais même plus me connecter, j'étais out. Ça peut faire peur, surtout pour les gens qui nous entourent. Ouais, et puis il y a aussi l'épuisement émotionnel. Tu te rappelles, je te disais que la moindre émotion, j'avais même plus de filtre. Et j'étais constamment à fleur de peau. Je pleurais facilement. J'étais vraiment, vraiment très, très sensible, très hypersensible. Et ça, c'est un gros drapeau rouge. Ça signifie que tes batteries émotionnelles, elles sont vides. Ouais, tout à fait. Merci Sophie pour ce partage perso que tu nous fais. Et en résumé, pour reconnaître ses limites, avant qu'il ne soit trop tard, il faut être attentif à son état émotionnel, mental et physique. Le corps envoie des signaux qu'on a tendance à ignorer, irritabilité, épuisement, difficulté de concentration, douleur physique. Et il faut vraiment les prendre comme des alertes que l'on doit écouter. Ouais, et surtout, comme tu dis, les alertes, mais c'est d'instaurer vraiment des moments réguliers de pause sans culpabiliser, surtout dans notre vie qui est complètement morcelée de tâches et d'actions. Même des petites pauses comme 5 minutes pour respirer ou sortir marcher, ça fait vraiment une différence. Il ne faut pas attendre d'être épuisé pour se donner le droit de souffler. Exactement, Sophie. Et chacun a des limites différentes. L'essentiel, c'est d'apprendre à se connaître, rester à l'écoute de soi, et de faire comme ça des ajustements au quotidien avant que la situation ne devienne critique. Et on a parlé des signes pour reconnaître ses limites, mais j'ai une question qui revient souvent autour de moi, c'est comment dire non ? En réalité, l'important, ce n'est pas juste comment le dire, mais surtout dans quelle situation on doit poser ce non. Et qu'est-ce qui t'a aidé à dire non, Sophie ? Alors, malheureusement, en étant passée par le burn-out, c'est que j'ai pas su dire non, tu vois, c'est bien le truc. Alors, je dis malheureusement, mais peut-être heureusement, parce que j'ai découvert aussi ce qui était une limite à travers ça. Alors, bien évidemment, comme tu le disais, heureusement, tout le monde n'a pas besoin d'en arriver à cette extrémité. Le burn-out aujourd'hui, avec le recul, je peux en parler beaucoup plus librement. Et c'est aussi le sens de mon partage aujourd'hui. Ça a été un vrai apprentissage de comprendre que dire non n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de protection. Quand j'ai compris ce qui était vraiment important pour moi, ma famille, ma santé et aussi mon bien-être mental, ça m'a permis de beaucoup mieux identifier les situations où dire non. Et du coup, qu'il est essentiel en disant non de me préserver. Oui, t'as compris un truc essentiel, c'est que dire non, ça devient beaucoup plus facile quand on sait de quoi on veut se protéger. Est-ce que t'as des exemples concrets à nous partager de moments où tu as posé ce fameux non ? En fait, quand je suis revenue au boulot, j'ai déjà été super bien accueillie. Il y avait une véritable prise de conscience que je traversais cet épisode. Et mon corps, de toute façon, il mettait des stops tout le temps. Donc, le côté « ne te remets pas dans le rouge », je l'avais tout le temps. Et j'ai pu, du coup, dire facilement, si je peux dire, à mon boss « je ne peux pas prendre tel ou tel dossier ». À l'époque,
Mon corps, il était tellement cassé, tellement. Franchement, c'est une période vraiment très très difficile. Mais aujourd'hui, il est devenu mon allié, ce corps. Et c'est ça aussi la beauté de ce qui s'est passé à travers cet apprentissage. Il est vivant et c'est ma meilleure ressource. Je sais quand il est temps de dire non. Ce qui est primordial, c'est de choisir soigneusement les situations dans lesquelles on doit poser des limites. Le non, il n'est pas là pour tout bloquer, mais pour ouvrir de l'espace pour ce qui nous nourrit vraiment. Ouais. Et c'est aussi dire non, c'est pas être non plus dans l'ultime contrôle. C'est dire non à certaines choses pour se dire oui pour d'autres choses. Et ça libère énormément de la pression de vouloir tout gérer. On dirait que dire non, c'est vraiment devenu un super pouvoir. En effet, Sophie, je te rejoins sur une chose. Ça permet vraiment de dire oui aux bonnes choses. Celles qui nous font avancer, nous épanouissent. Et dire non, ça devient vraiment une manière de se recentrer sur ses priorités. Pour résumer, avant de se demander comment dire non, il faut surtout se demander quand on doit dire non. Ouais, c'est vraiment essentiel. Mais tu sais quoi ? Dire non, c'est aussi se confronter au regard de l'autre. Oui, tout à fait, Sophie. Et ça, c'est un autre sujet qu'on abordera dans notre prochain épisode que vous pourrez découvrir au mois de décembre. Et entre-temps, si vous avez des idées ou des suggestions de thèmes pour les futurs épisodes, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit mail pour nous les partager. Oui, vos retours sont vraiment précieux. Je vous conseille également de prendre un temps pour noter ce que vous avez retenu de cet épisode, ce que vous avez appris ou ressenti. Cela peut vraiment vous aider à mettre en pratique tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et surtout, n'oubliez pas, soyez aussi bienveillants avec vous-même que vous l'êtes avec les autres. Vous êtes le héros de votre vie.